Où est-ce que toi tu places Tadej Pogačar dans l'histoire du cyclisme? Pour l'instant, troisième. Je mets encore Hinault, Merckx et Hinault devant. Si à un moment donné, il fait 6 Tours de France, bon bah l'histoire elle sera pliée, ça sera lui. On va parler cyclisme un petit peu parce que c'était l'événement du week-end, l'événement hier avec le Paris-Roubaix, la course qui était déjà mythique a pris encore une autre tournure avec la présence sur les pavés de Tadej Pogačar, le tenant du titre du Tour de France. De quoi relancer ou peut-être tout simplement d'ailleurs lancer le débat autour du GOAT du cyclisme. Débat toujours évidemment très subjectif, on le voit toutes les semaines avec nos top 5 de toute façon. Et la question se pose quand même aujourd'hui, et même d'ailleurs si le Slovène n'a pas remporté Paris-Roubaix hier, il termine deuxième derrière Mathieu Van Der Poel. On va faire un petit tour de table déjà avant d'accueillir notre invité. Où est-ce que vous placez Tadej Pogačar dans l'histoire du cyclisme aujourd'hui, Johan? C'est dur. En fait, avec Tadej Pogačar, on tape sur le futur aussi, mais pour l'instant, moi, je le mets deuxième. Derrière Bah oui, okay. Le cannibale. Ah bah oui. Ah ouais, c'est pour ça que c'est le GOAT. Et donc par rapport à ça, ça va être très très dur d'aller l'égaler. Et par rapport à ce qui se passe dans les temps modernes, au XXIe siècle, oui, Pogačar, bah, c'est celui Pogačar, tu peux y aller. Ouais, c'est le meilleur. Moi je l'appelle constamment Pogačar, comme ça. ouais, Pogačar, oui, c'est le meilleur. Warren oui. Barguil l'appelle comme ça aussi. C'est le meilleur parce qu'il réunit tous les critères, à savoir vainqueur sur un grand tour, vainqueur de classique, ce qui a 20 ans, c'était quasiment impossible. Ce qui a 5 ans était impossible. Ouais, voilà, ce qui a même 5. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours du mal à faire des classements quand même. Ouais, quand t'es contemporain de l'époque, voilà. ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je le mets vraiment très haut, aussi parce qu'il y a quand même une grosse rivalité. Enfin, il y a de la concurrence pour lui. Il n'est pas tout seul, il plane pas au-dessus de tout le monde. Voilà, il doit batailler. On l'a encore vu ce week-end. Et puis, j'adore le caractère de Pogačar, le côté heureux de faire du vélo et donc l'attaque facile, le panache. Moi, ça me parle beaucoup. C'est pas un vainqueur petit entre guillemets. C'est un beau vainqueur à chaque fois. Donc, je le mets très très haut. Oui, pédale à l'instant. Plus qu'au cerveau. C'est ça. Je pense qu'il donne envie de faire du vélo aux gamins, quoi. Exactement. Il a toujours le sourire, d'ailleurs, Pogačar est hyper fair-play. Mais aussi, on l'a dit, on l'a évoqué, et à prendre en compte aussi l'époque dans laquelle il est, Tadej Pogačar, où, contrairement à l'époque d'Eddy Merckx, là, maintenant, il y a une hyper-spécialisation des coureurs. Mathieu Van Der Poel ne gagnera jamais un grand tour, se concentre exclusivement et maintenant quasiment sur les pavés, même plus sur les classiques, les Ardennaises ou Liège par exemple, ou le Tour de Lombardie plus tard. Tadej Pogačar a redonné cette envie-là de courir sur toutes les grandes courses durant toute l'année. On le voit d'ailleurs chez les jeunes, notamment chez les jeunes de la Team Emirates, qui ont à peu près le même profil et ont envie de faire ça. Mais il y a à prendre en compte cette époque-là où Tadej Pogačar, contrairement à Eddy Merckx, et vous le voyez si vous regardez par exemple les monuments qui ont été pris, donc les 5 grands monuments de la saison, visuellement on le voit qu'à Van Der Poel, Pogačar qui ont pris 15 des 20 derniers monuments. À l'époque d'Eddy Merckx, c'était pas le cas. Merckx, il était presque tout seul. C'est pour ça que tu disais, est-ce que Pogačar pourra rejoindre Merckx? Moi je pense pas. Je pense qu'il le fera pas à 19 monuments. Mais même s'il en fait 10, 11, 12, ça sera toujours plus fort qu'un Eddy Merckx en fait. À l'époque. On va en parler aussi avec un autre spécialiste cyclisme, Vincent Prévost, l'animateur du podcast. Waouh. Le coup tordu. Salut Vincent. Bonjour Flora, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Je pense que tu as entendu un petit peu le début du débat. Où est-ce que toi tu places Tadej Pogačar dans l'histoire du cyclisme? Pour l'instant, troisième. Je mets encore Hinault, Merckx et Hinault devant. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, si on se projette sur les années qui viennent, il peut devenir numéro 1. De toute façon, le premier critère qu'on va retenir, c'est le Tour de France. Si à un moment donné, il fait 6 Tours de France, bon bah l'histoire, elle sera pliée, ça sera lui. On l'a vu hier, Roubaix, il l'a dans les jambes. Il devrait réussir à le faire dans sa carrière. La Vuelta, ça semble être une formalité. Et puis surtout, à la différence aussi de Hinault et de Merckx, c'est que en plus, Poggi est dans un cyclisme qui est ultra mondialisé à l'époque de Merckx et Hinault. En gros, il y a la vieille Europe qui courait. On a vu les Sud-Américains commencer à émerger au milieu des années 80. Il n'y avait quasiment pas les pays de l'Est. Donc lui, Pogačar, vraiment, il court presque
contre une plus grande partie de la planète. Donc ça valorise encore un petit peu plus ce qu'il réussit à faire. Et comme vous l'avez dit, il fait des choses qu'on n'imaginait plus ces dernières années. Alors, j'ai l'impression qu'on a un plateau assez... Unanime. Ouais, assez unanime. Du coup, je vais être obligée de me faire un petit peu l'avocat du diable. Mais à chaque fois, je vais passer... tu vas pas forcer en plus, tu le détestes. Non, j'ai absolument rien contre Tadej Pogačar. Même si j'avoue, j'ai plus généralement une dent sur les gens qui gagnent tout le temps. Voilà, c'est plus oui, mais ça, c'est marrant voilà. parce que il gagne pas tout le temps. C'est pour ça aussi que je te dis, le caractère, il gagne quand même joue un vachement. monument sur 2 quand il est aligné, quoi. Ah ouais, par exemple, sur le Tour de France, par exemple, il y a un antagoniste pour le coup avec Vingegaard. Ça, c'est à mettre en avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur... Bon, c'est à contextualiser parce que derrière, il y a eu des affaires de dopage. On n'est pas non plus sur la période d'Armstrong qui a remporté 7 de suite. Non. Alors, on va pas parler de l'US Postal. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis un énorme astérisque. On n'est pas sur un dominant sur le Tour de France. Il y a quand même un rival et de premier choix en plus. Oui. Je pense que ça joue. Oui. Notamment sur la côte des sympathies. Ouais. Moi, j'entends ce côté concurrence. On parle sur les monuments de Mathieu Van Der Poel. On parle sur, même pas les grands tours, mais sur le Tour de France de Jonas Vingegaard. Moi, je ne suis pas une suiveuse du cyclisme au quotidien, hein, comme tu peux l'être, Johan, ou même Vincent qui est avec nous, mais moi, j'ai cette impression-là qu'il est seul. Enfin, moi, j'ai cette concurrence dont on parle. Alors, elle existe, mais j'ai l'impression que c'est aussi le rôle des médias de créer ce storytelling à chaque fois de duel avec Van Der Poel, de duel avec Vingegaard, etc., qui existe, on est d'accord, mais j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup pour justement vendre ces courses cyclistes et faire en sorte qu'elles soient regardées par tout le monde. Moi qui regarde ça comme ça, j'ai l'impression justement qu'il est tellement au-dessus de tout le monde que justement c'est peut-être moi ce qui m'agace un petit peu, enfin qui m'agace, c'est un bien grand mot, voilà. Moi j'ai pas du tout cette impression là, alors je sais pas quelle est l'impression de notre invité là-dessus sur je sais pas, la concurrence, mais Vincent va nous le dire. T'as sauté au plafond ou pas quand j'ai dit tout ça, ou ça va, t'es toujours avec nous? T'as presque le droit de l'insulter si tu veux. Non, pas du tout. Non, t'as entièrement raison. Alors évidemment, après, ça dépend des terrains. Hein. Il peut tomber sur un gros classic man comme Van Der Poel, comme on a vu hier sur Paris-Roubaix, mais de la même manière que Merckx pouvait tomber sur un Walter Golfroth ou un Roger de Vlaminck. Mais effectivement, de temps en temps, on a tendance à vouloir créer des duels qui en réalité n'existent plus. Là, on a les 3 Ardennaises qui arrivent la semaine prochaine. Vous étiez dans les paris juste avant. Clairement, voilà, je dis pour les gens qui nous regardent, vous pouvez prendre Pogačar sur les 3 parce qu'il va, même Remco qui va faire son retour, il va le poutrer. Hein, donc, dès qu'il arrive sur un terrain qui lui est quelque peu favorable, il y a absolument aucun souci. Et c'est assez récent dans l'histoire de Pogačar. Ça date d'il y a à peu près 1 an et demi. Où il a très très mal vécu ses 2 défaites sur le Tour de France contre Vingegaard en 2022 et en 2023. Il a changé d'entraîneur et on l'a vu dès le début de l'année 2024 quand il met 4 minutes à tout le monde sur l'Estrade Bianche. C'était plus le même coureur. Il a revu son entraînement et puis il continue de progresser. Et ce qui est terrible, c'est ce qui s'est passé hier, à savoir être battu sur Van Der Poel par Van Der Poel sur Paris-Roubaix. Il est gentil, il est fair-play, mais il n'accepte pas la défaite. Et ça, c'est quelque chose qui lui met une haine et il va être encore plus fort. Il va être encore plus fort l'année prochaine s'il n'a pas de problème de santé, s'il n'y a pas, on sait qu'en cyclisme, il y a beaucoup d'impondérables. Et je terminerai juste là-dessus. Regardez simplement Hinault ou Merckx quand on leur demande leur avis sur Pogačar, et pourtant par le passé ils ont été très critiques avec Froome, très critiques avec Vingegaard, c'est-à-dire tous les coureurs, toutes les générations de coureurs qui sont passés après eux, ils se sont pas reconnus dans ces coureurs, même Indurain. Par contre, Hinault et Merckx, quand on leur parle de Pogačar, regardez l'œil d'Hinault, hein. Pogačar c'est son petit quoi. Ils se voient dedans, ils se reconnaissent dedans, un peu comme dans Star Wars, un Jedi qui reconnaît un Padawan qui va lui succéder, quoi. C'est il y a quelque chose qui va au-delà du sport, et oui, il y a peu de terrains où il a une vraie concurrence. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il est très fort d'arriver à garder une certaine sympathie même du grand public pour lui,
avec cette domination qu'il dégage. Parce que par exemple, pourquoi on dit qu'il, mais tu vois par exemple avant de pour la mauvaise du truc, mais Van Der Poel il est pas aimé par exemple. Tu vois hier il s'est encore pris un bidon. Alors je caricature pas, tous les spectateurs sont pas comme ça, mais il y a plusieurs incidents sur les courses et il dégage pas la même sympathie. Alors je dis pas qu'il est détesté non plus. On n'est pas sur les chaînes Wingard par exemple. D'où vient cette sympathie générale pour mais je pense que c'est sa façon de courir. Parce qu'il a le sourire, parce qu'on l'a connu jeune, il était insouciant, il gagnait déjà, parce que Tadej Pogačar est ultra présent aussi sur les réseaux, où on le voit, il se met aussi en scène avec sa femme qui est cycliste pro aussi. Tadej Pogačar, c'est ça, c'est toujours le sourire, il arrive, il a toujours le bon mot, il discute avec tout le monde dans le peloton. Il y a eu aussi une image qui est sympa, on en a parlé tout à l'heure, en plus, enfin on va en parler dans un portrait de la semaine, j'ai enregistré le portrait de la semaine d'Antonio Morgado, qui est un jeune coureur portugais de la Team Emirates. Et Morgado s'est sacrifié vraiment pour aller aider Pogačar. Il balançait des épaules, la bouche grande ouverte alors qu'il venait de faire un effort. Et t'as Pogačar qui le voit passer et qui fait... Oh, voilà. Ouais, c'est mon petit, il travaille pour moi. Donc Pogačar, il a toujours ce mot aussi pour ses coéquipiers. Et puis c'est vraiment le mec sympa. Et Pogačar, encore une fois, c'est un coureur de son époque. On est dans une époque qui est très virale. Sincèrement, on a vu à plusieurs reprises des clips sur les réseaux sociaux où il fait sauter tout le monde à 80 bornes. Et ça nous intéresse parce que c'est un cyclisme d'attaque. Alors que moi, il y a 10-15 ans, rien ne se décidait avant les 30 derniers kilomètres. Donc là-dessus, ça permet justement de... C'est Pogačar qui a amené ça justement qui a changé ce concept de... En tout cas, tu sens qu'il a envie de se faire plaisir aussi tout le temps. Parce qu'en fait, on est habitué à certains coureurs qui même, alors sur des grands tours ou sur d'autres courses aussi, mais notamment sur des grands tours, tu vas vraiment gérer, tu vas faire attention sur telle étape parce que tu pourrais aller la chercher, mais en même temps, tu vas t'économiser un peu, etc. Lui, il n'est pas comme ça, tu sens, enfin en tout cas... Il maîtrise, mais tu sens quand même qu'il a envie de se faire plaisir. S'il sent qu'il peut placer une petite banderille, allez, je vais y aller, puis je vais en enchaîner une deuxième, une troisième, une quatrième, quitte à faire encore plus mal, quitte à faire un plus gros écart. Mais tu sens qu'il a... Oui, il y a un panache, c'est ce terme-là, le panache. À la narration de ce sport, parce qu'encore une fois, on parle d'un sport, c'est 6 heures. 6 heures, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement long. Et avoir ce coureur qui est capable justement d'animer la course, alors qu'on pourrait se dire, normalement, ça appartient beaucoup plus à des coureurs type échappés. Oui, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors ça, il le fait. Pardon, Flora, mais au-delà du sport, pour Pogačar, le cyclisme, c'est un jeu. Voilà, il est sur un terrain de jeu. Il s'amuse partout, tout le temps. Il veut gagner partout. Certes, c'est un gagnant. Hein. Il ne veut pas juste participer. Mais c'est un jeu. Et tant qu'il aura ça dans la tête, ce sera le meilleur coureur actuellement. Et tant qu'il aura ça, il deviendra le meilleur coureur de tous les temps. Mais c'est un jeu avant tout pour lui. Vincent, justement, moi, c'est la question que je me pose, ou moi, j'essaye de comprendre aussi un peu tout ça. Qu'est-ce qui fait que Pogačar est si fort et si au-dessus des autres? Est-ce que c'est juste un talent intrinsèque, un talent pur, qu'il était fait pour faire du vélo, c'était comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on parle souvent aussi des équipes en cyclisme, mais on l'a vu tellement de fois être lâché justement par son équipe, notamment sur le Tour de France, et il y va tout seul, il y arrive tout seul. Et c'est cette sensation-là qui me fait dire qu'il y a un truc, il est tellement au-dessus des autres que parfois c'est presque un peu indécent parce qu'il n'y a pas une course où il se présente où il n'est pas performant. Donc qu'est-ce qui fait qu'il est aussi fort au final? C'est juste le talent? Faut remonter à son enfance et à sa jeunesse. Poggi, on le voit déjà, hein, il a 26 ans et il a plutôt la tête d'un mec de 20 piges. Et il a eu des retards de croissance. Il avait à peu près 2-3 ans de retard sur son âge. Donc, ce qui fait que dans toutes les catégories jeunes, il a été dominé. Même par certains coureurs français aujourd'hui qui l'ont battu il y a quelques années sur des cyclocross, ils le connaissaient. Je voyais souvent. Tu as battu Pogačar à un moment dans ta carrière, c'est la classe quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il avait un retard de croissance et il ne supportait pas ça. C'est quelque chose qui le rendait complètement dingue. Et ça lui a mis en lui une espèce de... On le voit de toute façon dans tous les grands champions, il y a toujours une genèse, il y a toujours une histoire qui fait que ces champions ont une espèce de rage en eux, qui fait que cette rage fait qu'à l'entraînement, ils font le travail et ils gagnent facilement. Et Pogačar, c'est l'une des explications, hein, c'est ce qui vraiment l'a rendu fou, et qu'il est assoiffé de victoire, et tant qu'il peut aller en chercher une, tant qu'il peut aller en claquer une, il y va. Après
Voilà. Après, si tu veux me faire aller sur les zones Non, grises. pas du tout. Non, vraiment. En plus, c'était pas du tout mon intention. Je Non, m'interroge mais on peut y aller, y a pas quand. Non, mais tu vois, quand ils font un sport avec un vélo, voilà, comme d'autres font avec une voiture, etc. Donc là, il y a aussi le matériel, évidemment, mais il y a la puissance que peut dégager un coureur, l'aisance avec laquelle on pédale. Je veux dire, en fait, je me mets dans la position de celui qui n'est pas un spécialiste du cyclisme et qui se demande pourquoi un mec pédale plus vite qu'un autre, etc. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Je vais même pas rentrer dans les propos de dopage ou pas, parce que c'est pas fondé, on a zéro preuve et on va pas lancer une polémique là-dessus, mais c'était vraiment juste, tu vois, je m'interroge, moi, quand je regarde ça, mais qu'est-ce qui fait que lui, il y arrive plus que les autres, quoi, tu vois, juste ça. Non, mais... Parce qu'il a pas un physique non plus, tu vois, impressionnant. Après, il a aussi une équipe qui a des moyens exponentiels par rapport aux autres. On sait qu'ils ont travaillé sur l'IA, et puis aussi, on est, mais la période des zones grises. Mais attention, les zones grises, c'est pas du dopage. Les zones grises, c'est ce qui est pas autorisé, mais pas interdit. Et on l'a vu tout récemment avec l'exemple les masques là. C'était voilà, c'est ça, le monoxyde de carbone. On sait qu'à UAE, ils ont eu recours au monoxyde de carbone. À la Visma, ils ont eu recours au monoxyde de carbone. Bon, maintenant, c'est officiellement, c'est interdit, plus ou moins. On a encore le droit de l'utiliser pour faire des tests. Mais quand on connaît aussi un petit peu l'histoire de son manager Gianetti, on a eu un de ses anciens équipiers quand il était coureur, Eric Boyer, dans le podcast Le Coup Tordu, et Eric Boyer expliquait que c'était un débat avec Gianetti quand ils étaient coureurs, parce que Gianetti est tombé pour dopage, il a même failli mourir une fois en course, et Gianetti disait que pour lui, finalement, comme personne ne faisait rien contre le dopage, pour lui, les idiots, c'est ceux qui ne se dopaient pas. Donc voilà, je pense que 30 ans plus tard, Gianetti doit se dire, quand il y a des zones grises, finalement, si c'est pas interdit, en fait, on est bête de pas y aller. Et au final, il peut y avoir débat. Le problème, il est plutôt du côté des instances. Après, est-ce que ces zones grises du AE transforment Pogačar, on va dire, d'un âne en cheval de course? Moi, j'y crois pas. Je pense que oui, de toute façon, on a affaire à un vrai talent générationnel et on le fait pas passer d'un âne à cheval de course. Comme ça. En plus, la plupart des équipes les exploitent, ces fameuses zones grises. Il y a quand même de grosses équipes autres que UAE qui ont beaucoup de moyens. Après, on a beaucoup parlé avant le Paris-Roubaix du fameux petit bouton sur le vélo de Van Aert pour régler la pression des pneus, etc. Donc tu sens quand même qu'il y a des outils qui soient des substances comme le monoxyde de carbone ou des outils technologiques qui s'ajoutent à chaque fois, parce que maintenant une équipe cycliste, elle a des moyens gigantesques avec des sponsors gigantesques. Donc chacun joue ce truc-là. Et à la fin, je pense quand même que Pogačar, il est meilleur que tous les autres à armes égales, quoi. Oui. Les gènes de Pogačar, de toute façon, font de lui déjà le meilleur coureur. Peu importe ce qui pourrait arriver, ce qu'on pourra apprendre plus tard, mais déjà intrinsèquement, c'est le meilleur coureur du peloton. Mais tu parlais aussi de l'aspect technologique. Ça aussi, c'est des zones grises que peuvent utiliser les coureurs. Je me rappelle aussi de Mohoric qui avait utilisé la selle aussi. Il pouvait monter, descendre la selle, etc., notamment dans les descentes. Il y avait la position Mohoric avant qui a été depuis interdite. Il pouvait prendre de la vitesse. Là, tu parlais de Wout van Aert, mais ça a servi surtout à Pauline Ferrand-Prévot qui est allée s'imposer aussi, qui s'en est servi. C'est des aspects technologiques finalement qui, pour l'instant, sont autorisés. Malheureusement, ils ne peuvent pas être utilisé par toutes les équipes qui n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est ça, et après, ça crée une grosse différence. Mais on en vient toujours. Bien sûr, et de toute façon, dans n'importe quel sport, que ce soit le foot, le basket, etc. Tu décris quelque chose qui est pour moi très important, et en ça, Pogačar est un enfant de son époque, c'est l'avancée technologique dans le cyclisme, qui a un caractère très important. Parce qu'on parle des vitesses battues, etc., Exactement. mais c'est explicable. C'est ça. Avec les nouveaux vélos, avec les nouvelles routes, Parce etc. que par exemple, j'ai vu l'interview de Tom Boonen le jour de Paris-Roubaix. Il t'explique que Tom Boonen, il s'arrête en 2017, si je dis pas de bêtises. Il t'explique que ça n'a plus rien à voir avec l'époque où il courait. Mais même Pogačar.
Pogacar le dit lui-même, les premiers vélos qu'il avait à la Team Emirates, quand il avait 19-20 ans, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on verra encore plus dans quelques années? Alors on peut se poser. Mais n'empêche que tu vois, quand je sais pas moi, quand j'allume une course où il y a Pogacar, je me dis je vais pas me faire chier quoi. Il y a un petit truc. Il va toujours se passer quelque chose. Et hier, je peux le dire parce que c'était moi qui étais sur le live vélo pour RMC Sport, les 6 heures à live sur le site. On s'est pas fait chier hier, parce que même les moments où il souffrait, tu sentais qu'il n'allait pas lâcher, puis qu'il allait en replacer une petite derrière, qu'il y avait aussi potentiellement un petit peu d'intox. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il se passe toujours des choses sur Paris-Roubaix parce qu'il y a toujours des incidents. Mais c'est sûr que dès le départ, quand il est aligné de toute façon sur une course, l'intérêt de cette course double d'un coup parce que forcément. C'est le problème de Pogacar. Il prend plaisir et il en donne, je trouve. C'est le problème de Pogacar. C'est qu'on est, et problème pour nous, c'est qu'on est dépendant de Tadej Pogacar sur toute la saison. Si Tadej Pogacar, le cyclisme là aussi du coup, parce que s'il n'est pas là, c'est mieux avec lui. C'est ça. Si Tadej Pogacar n'est pas là sur les Flandriennes, ce sera Mathieu Van Der Poel s'il est aligné qui gagnera. S'il n'est pas là sur les Ardennaises, ce sera Remco Evenepoel qui gagnera. S'il n'est pas là sur le Tour de France, ce sera Jonas Vingegaard. Et il n'y aura pas de concurrence. Tadej Pogacar, maintenant, on est tous dépendants, tous les amoureux du vélo, de lui. Il faut qu'il soit là partout. Après, tu sais que quand il est là aussi, il y a une chance qu'il gagne. Quoi. Alors, s'il est là et qu'il n'y a pas les trois que je t'ai cités, Remco un petit peu en dessous, mais quand il y a Mathieu Van Der Poel, ça se partage. Pour l'instant, dans les monuments, Mathieu Van Der Poel, cette saison, est devant. On l'a vu cette saison, oui, on l'a vu. Jonas Vingegaard, dans le nombre de Tours de France, est derrière, mais on parlait de la saison dernière, c'était une saison particulière, avec un Vingegaard qui était blessé, qui revenait de blessure, etc. Et on l'a vu lors de la dernière semaine de Tour de France. Maintenant, on va voir comment les deux, s'ils sont en forme en même temps, peuvent se jauger. Mais pour moi, Vingegaard et Pogacar, normalement, sont au même niveau. Donc il a une concurrence, quoi qu'il arrive, Tadej Pogacar. Mais on est dépendant de lui. J'avais une question pour Vincent. Est-ce que tu sens quand même une cote de popularité un peu particulière pour Pogacar, et est-ce que ça t'étonne? Ou alors est-ce que tu la sens pas et c'est moi qui me... Non, je pense que... J'ai l'impression qu'il dégage une image sympathique même auprès du grand public. Et alors que tu disais, potentiellement, sur certains, on pourrait remettre en cause les fameuses zones grises, tu vois, ça pourrait prendre le pas sur le reste. Mais non, mais ça a été dit. Il maîtrise parfaitement sa communication. Il est toujours souriant. Il est toujours sympa avec les journalistes. Même si je crois que j'avais entendu chez vous dans Grand Plateau qu'il était un petit peu plus, il était un petit peu moins accessible qu'il y a 2-3 ans. Sa com était un petit peu plus aseptisée qu'il y a quelques temps. Mais oui, il joue avec les réseaux sociaux. Et donc forcément, c'est aussi parfaitement maîtrisé. Quant à la présentation du Tour de France, il y a 2 ans, avec sa femme, il fait un petit peu de vélib pour aller de la Tour Eiffel jusqu'à la Porte Maillot. Enfin, voilà, on a l'impression aussi que c'est un mec. On a l'impression que c'est aussi un mec normal. Et ça dénote en fait avec l'espèce de génération de superstars qu'on a eu il y a une 20-25 ans. Il faut se rappeler de Lance Armstrong qui arrivait en hélicoptère avec Sheryl Crow. On avait des mecs, on avait une sale génération avec des mecs qui pour la plupart avaient un putain de boulard. Et là, je mets Pogacar, je mets aussi Van Der Poel et la plupart des cyclistes qu'on a aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ils montrent une image de type normaux, accessible, proche du public. Et pour qu'un sport fonctionne, il faut qu'il y ait des stars. Et lui, c'est une star. Et c'est la différence aussi, on en parlait du cyclisme d'il y a 25 ans, c'est la différence avec un Jonas Vingegaard qui est plutôt comme ça et qui a ce truc-là de nous courir. Boulard, je sais pas. Non, pas forcément le boulard. Il est plus froid, quoi. Très froid. Oui, après, tu vois, on parlait de gens normaux. Lui, pour le coup, il est dans sa petite vie avec sa femme, avec ses enfants. Bien sûr. Je trouve qu'il a une tête de mec normal, Vingegaard. Ouais, mais il a pas une tête. Alors, il a une tête de mec normal, ça. Mais oui, non, mais je trouve que t'as pas envie de l'aimer. Il n'a pas ce côté starification. Non, mais t'as pas envie de l'aimer. C'est normal, tu le vois pas de l'année. Moi, j'aime bien les gens normaux. Tu le vois pas de l'année, Jonas Vingegaard. Il est là que pour le Tour de France. Parce que déjà, pour moi, quelqu'un qui fait 250 bornes du vélo dans une journée, il est pas normal. Pogacar ne l'est pas, alors si tu... Je dis la souffrance que c'est, voilà. Mais non, mais donc, il beaucoup plus froid, parce que tu sens que c'est pas dans sa nature non plus, et qu'il a pas envie de prendre du temps, comme le fait Pogacar, pour faire la petite story qui va bien sur Instagram, mais... derrière, c'est plus difficile de se faire aimer, même quand tu écrases tout, quoi. Ouais, il y en aurait tellement des choses à dire sur Tadej Pogacar. On va te remercier, Vincent, d'avoir été avec nous. C'était top. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. On peut aller écouter ton podcast, Le Coup Tordu, évidemment.
Ouais, podcast Le Coup Tordu et de la vie de certains coureurs dans le peloton, Vingegaard est beaucoup plus sympa que Pogacar. Mais ça m'étonne pas, Eh voilà, ben oui, ça ne mais m'étonne pas. c'est l'image, c'est pour ça que je parlais de code de popularité, quoi. C'est vraiment, il est très populaire Non, et il non, est mais en peut-être fait, pas c'est- dans le peloton, Je me effectivement. demande si tu veux sentir quelqu'un, moi je te le dis, j'ai le Je l'aime bien quand même, hein. Parce que finalement, on kiffe, hein, regarder ses courses. Non, mais il y a aussi l'image aussi qu'il veut renvoyer. Et je pense que lui, il contrôle énormément sa com. Pogacar derrière, l'image de Il le fait je super. m'en fous et tout, je suis détendu, c'est naturel pour moi. Je pense que tout est réfléchi malgré tout et peut-être le côté moins spontané. Non, mais tu parlais de la com, tout est réfléchi. Moi, là, on peut revenir sur le quand il se met sur en fait, quand il se met sur la trouée d'Arambert, quand il filme ça, et on se dit tous, va-t-il participer à Paris-Roubaix? Maintenant, on sait que c'est oui. Mais rien que ce Mais moment oui, de oui, communication storytelling, est ouais. juste Avant, exceptionnel dans le vélo. Avant tout est Paris-Roubaix, contrôlé. Ouais, interview chez nous. très fort. Merci Vincent d'avoir conclu ce débat en ma faveur. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est bien joué. Merci à toi, Vincent. À une prochaine. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous dans le RMC Sport Club. Merci à vous. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, merci beaucoup. Vincent. Salut. Ah, moi, j'étais parti pour 1 heure, hein, sur le vélo. Ah bah là, j'ai bien vu, vous étiez au taquet. Attends, c'est fou. On va continuer de parler cyclisme dans Eh quelques oui. instants. Vous inquiétez pas. Les petits paris. D'abord, Johan, point d'exclamation, Winamax dans le chat pour avoir les petits codes promo. J'en peux plus, tu me fatigues. Tu veux pas profiter d'un petit bonus? Tu m'épuises. Bah si, bien sûr. Bonus T'as pour- trouvé du vélo ou pas? Non, j'ai pas trouvé de vélo. Pas l'Amstel. L'Amstel n'est pas proposé. Tu sais quoi, je vais Aïe, aïe, vérifier aïe. en direct. Oh, le défi Amstel qui tombe. Non, mais À midi, dimanche. l'Amstel n'est pas proposé. On est trop loin. Mais moi, je vous proposais de parier sur du tennis avec Arthur Fils, la pépite Ah, du tennis français. on a enfin trouvé un L'élu. Français qui va gagner quelque chose d'important. Je pense que ce déjà, sera il a l'objet d'un gagné. prochain débat attends, dans le RMC Sport Oui. Club. il a gagné 2 tournois 500 quand même. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Eh bah oui, mais justement. Arthur Fils qui va jouer demain à Barcelone contre un local, Pablo Carreño Busta. Bon, il est largement favori, Arthur Fils, forcément à 1,25 seulement, 3,90 la victoire de l'Espagnol. Mais moi, je vous propose une petite cote sympa, c'est de mettre Arthur Fils qui s'impose avec moins de 21,5 jeux. Et la cote, voilà, ça permet de doubler la mise. Ok. Pour moi, c'est un pari sûr. Tennis, 21,5 jeux. Moi, je trouve ça toujours. Ah oui, mais, Non, c'est, mais- moins de 21 jeux. Ouais. Moi, je trouverais ça toujours risqué d'avoir des paris aussi optimistes bonne sur le tennis français. Mais bon, voilà, je sais pas. Je peux te dire s'il y a tie-break au premier set. Ouais, il met 6-0 derrière. Et voilà. On verra, Roland, ce que tu mettras sur les codes des Français. N'importe quoi. Merci, Pas de rien, Johan.